Il est à la fois poète et peintre, cinéaste et dramaturge. Au fil des ans, Herménégilde de Chiasson a écrit une trentaine de pièces. Il a réalisé une quinzaine de films, il a participé à une centaine d'expositions, il a écrit une vingtaine d'œuvres littéraires, et tout cela, il l'a fait chez lui, en Acadie. Herménégilde de Chiasson est né à Saint-Simon, dans la péninsule acadienne. Son père était pêcheur, sa mère tenait le magasin général. En 1967, Herménégilde devient un des premiers diplômés de la nouvelle université de Moncton. Mais ses études ne se termineront pas là. Il obtiendra un autre bac, 2 maîtrises et un doctorat. Pourtant, Herménégilde de Chiasson n'a pas cherché une carrière académique. Il se dirige plutôt vers les médias et les arts. Il peint, il publie, il réalise. Et il crée des institutions culturelles acadiennes comme les éditions Personnage, la coopérative Aberdeen et les productions Far Est. En 2003, Herménégilde de Chiasson reçoit un appel téléphonique qui changera sa vie. C'était le premier ministre de l'époque, Jean Chrétien, lui demandant de devenir lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2009. Herménégilde Chiasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste. Maintenant, si je vous demandais si vous êtes peintre, poète, dramaturge ou cinéaste, quelle est la réponse à cette question-là? Ben, je pense qu'il n'y en a pas. Je crois que toute ma formation est en art visuel. C'est probablement là où j'ai appris tout ce que j'ai fait par après, parce que ça a été comme une espèce de base. Et j'ai appliqué cette base-là à différents... c'est un peu comme un athlète. Je pense qu'il y a des athlètes qui sont bons au baseball et tout d'un coup, on les découvre au basketball. Mais je pense que c'est comme une base. Une fois qu'on a appris un peu cette base-là, on peut l'appliquer à d'autres domaines. Je pense que vos premiers amours, c'est la peinture. Comment vous avez découvert la peinture ou comment la peinture vous a découvert? Ben, je pense que dans ma famille, il y avait toujours des gens qui travaillaient dans ce sens-là. Mon père dessinait toujours, ma mère faisait de l'artisanat. J'avais un frère, à un moment donné, qui s'était fait venir un ensemble de pots de gouache avec lequel il faisait de la peinture. Et il m'avait bien dit, tu ne touches pas à ça. Vous avez touché quand même? Moi. Oui. Oui, un peu sûr. Alors, évidemment, lorsque c'est défendu, c'est le signal pour le faire. Et donc, c'est comme ça, je pense, que j'ai commencé à m'intéresser à la peinture. Puis après ça, j'ai toujours été fasciné par les images plus que par les mots, d'ailleurs. Mais j'ai commencé à écrire, ça a été un peu comme un accident parce que pour moi, toute mon orientation, toute ma formation était en art visuel. Et c'est vers là où je me dirigeais. Comment est-ce que l'écriture est venue s'installer dans votre paysage artistique? C'est vraiment étrange parce que au lancement du premier livre des éditions d'Acadie, qui s'appelle Cris de terre, de Raymond Leblanc, il m'avait demandé si je voulais lire des poèmes parce qu'il savait que j'écrivais. Et je suis allé le soir et j'ai commencé à lire et j'ai été tellement pris par l'émotion de lire en public parce que finalement, écrire, c'est un acte qui est vraiment très privé, je veux dire, enfin, jusqu'à là pour moi. Et là, tout d'un coup, ça devenait public et ça, j'ai vraiment ressenti cette force-là. Et dans la salle, il y avait des gens qui m'ont dit « Regarde, toi, il faut que tu publies absolument. » Et à partir de ce moment-là, j'ai publié mon premier livre en 1974. Ça fait 40 ans que ça me rajeunit pas. Vous parlez de l'art public par rapport à l'art privé. Je pense que l'écriture et la peinture, c'est très privé. Mais là, à un moment donné, vous avez commencé à faire du cinéma, vous avez commencé à faire du théâtre. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, en tant qu'artiste? Bien, je pense qu'il y a toujours comme deux aspects à mon travail. Il y a un aspect qui est vraiment très privé et solitaire. Écrire, c'est un acte solitaire, la même chose comme peindre ou faire des arts visuels. Tandis que le théâtre et le cinéma, ce sont des arts où on travaille avec beaucoup de gens. Et c'est pas les choses que j'aime le plus, finalement. Le cinéma, j'en fais plus maintenant. Et le théâtre, quand je dois aller en salle de répétition, c'est vraiment parce que le metteur en scène va me dire « ça serait bien que tu viennes voir où on en est, ce qu'on a fait ». Mais disons que c'est pas une forme d'art que moi, je pourrais pratiquer. J'ai une grande admiration pour ceux qui le font, qui ont beaucoup de patience, mais c'est pas quelque chose que je peux faire vraiment. Votre démarche artistique est-elle différente en peinture qu'elle l'est en écriture?
J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Comme là, par exemple, je publie une série de 12 livres qui s'appelle Autoportrait, qui obéissent chacune à des contraintes. Puis j'ai l'impression que ça vient des arts visuels, parce que dans les arts visuels, on est toujours pris par soit des formats ou des techniques ou des choses, finalement, où il y a beaucoup de contraintes. Tandis qu'en écriture, évidemment, c'est l'ouverture totale, mais j'ai toujours l'impression que trop de liberté, ça me donne une espèce de vertige avec lequel j'ai de la misère à fonctionner. Tandis que lorsque j'ai une espèce de paramètre au départ, ou comme, je sais pas, une armature ou une partition, je peux m'éloigner de ça, mais au moins, je vois ça un peu comme une fusée porteuse qui va partir, qui à un moment donné va tomber, et le satellite, lui, va continuer. Alors, j'ai l'impression souvent que ce que je fais, c'est un peu ça. C'est-à-dire, au départ, c'est comme s'il me faut un plan, là, quelque chose qui soit vraiment très précis, maniaque presque. Et puis après ça, lorsque je commence à travailler, ben ça devient comme secondaire. Vous parlez de ce projet d'écriture que vous avez entamé en début d'année, ces 12 récits, je pense, ces 12 livres. Il y en a un pour chaque mois et le titre de chacun est la première lettre, finalement, des lettres qui forment votre prénom. Alors, comment est-ce que ce projet-là a vu le jour? À un moment donné, j'ai eu une résidence d'écriture à l'Université d'Ottawa et... c'est ça, je n'avais pas de projet. Et j'avais ce projet-là que j'avais conçu à un moment donné, le jour de l'an, je pense, en me disant, cette année, je vais écrire un livre par mois, juste pour voir si je suis capable de le faire. Je vois très bien le carcan que vous vous imposez. C'est ça. Mais en fait, on était rendu à ce moment-là au mois de septembre, parce que ma résidence commençait en septembre. Et donc, j'ai commencé à écrire un livre par mois, effectivement. Puis après ça, j'ai continué. Donc, ils n'ont pas été écrits à partir de janvier jusqu'en décembre. Ils ont été écrits, en fait, de septembre au mois d'août. Et le livre du mois d'août, c'est l'année où j'ai été nommé lieutenant-gouverneur. Donc, ce livre-là a été écrit dans la voiture du lieutenant-gouverneur. Mais donc, après ça, j'ai dû remettre ce projet-là sur la glace un peu parce que être lieutenant-gouverneur, c'est quand même quelque chose qui nous mobilise. Et c'est ça. Donc, maintenant, je les publie un à tous les mois. Vous êtes très prolifique, je pense qu'on peut le dire ça. Je pense que vous faites une exposition par année. Vous venez d'écrire, ben, pas venez d'écrire, mais vous écrivez encore beaucoup. Vous avez votre atelier, il y a des toiles partout chez vous. Pourquoi en faire autant? Ben, j'ai l'impression qu'on est la première génération d'artistes à être formés en Acadie et à avoir choisi de vivre en Acadie. C'est peut-être l'idée aussi de se fendre en quatre pour, à ce moment-là, faire comme si on est plusieurs. C'est une espèce de camouflage. Non, je crois que c'est ça. Je pense que l'Acadie va toujours continuer de vivre et d'exister en autant qu'on va émettre. Mais je pense aussi que... Au fond, le seul plaisir que j'ai véritablement, c'est de faire les choses. Après, ce qui arrive à ces choses-là, c'est un peu comme des enfants qu'on met au monde, on n'a pas vraiment le contrôle dessus. Alors, tout ce qui est à côté, pour moi, c'est de la distraction. Mais au fond, là où je suis le plus heureux, là où j'ai l'impression d'être intensément vivant, c'est lorsque j'écris, lorsque je fais de la peinture, je sais pas. Ça me donne une idée d'être intensément là. Et ça, c'est un grand bonheur. Monsieur Chiasson, on est dans votre atelier de peinture. Vous passez combien de temps ici, dans une semaine ordinaire, ou est-ce que vous venez ici tous les jours? Non, je ne viens pas ici tous les jours. Lorsque j'ai une exposition, c'est vraiment le moment où je vais surtout produire. Et là, évidemment, là, je passe énormément de temps. Mais c'est assez étrange. Il y a des artistes pour qui c'est vraiment une pratique. À tous les jours, ils vont dans leur atelier, ils font des choses. Mais comme moi, je fais énormément de choses, alors j'ai plutôt tendance de faire ça par période. Alors, lorsque j'ai une exposition, par exemple, évidemment, je vais passer beaucoup de temps ici. Mais j'adore ça, c'est vraiment un bel espace. L'acoustique est super beau, on met de la musique, c'est... Ça inspire, hein? Voilà, et on oublie tout. Et est-ce que vous notez que votre style évolue? Oui, chaque fois, c'est la même chose comme les livres d'autoportrait. Il y a comme une espèce de contrainte. Comme par exemple, cette expo-là, je m'étais dit, j'aimerais travailler avec le langage. Le moteur émotif, c'était un peu le fait que mon père était analphabète. Mon père savait absolument pas écrire, même pas son nom. Et donc, à un moment donné, il y a un
un organisme qui s'occupe de l'alphabétisation qui m'a demandé si je voulais faire une peinture pour la promotion. Et j'ai pensé à mon père qui faisait toujours ces genres de petites scènes-là, un peu comme au théâtre. Et c'est ça, j'ai commencé à découper des arbres dans du bois, et donc ça a fait des petites scènes, et puis après ça, à l'arrière, évidemment, c'est comme une espèce de blocage de tout. La lecture ou des mots, parce que moi, toute ma vie a été dans les mots, alors que mon père, pour lui, c'était juste, je sais pas, des signes abstraits sur une feuille de papier. Qu'est-ce que votre père penserait de ce que vous êtes devenu? Je crois qu'il aimerait ça. Je pense qu'il aimerait ces œuvres-là, parce que oui, il avait vraiment un côté bricoleur. Il aimait beaucoup faire des choses avec ses mains. Et je pense que j'ai hérité ça de lui, alors c'est un peu comme un hommage à lui. Monsieur Chiasson, on parle de vous comme étant un artiste acadien, un poète acadien, un cinéaste acadien. À quel point est-ce que votre territoire définit qui vous êtes et ce que vous faites? Bien, je crois que c'est central à ce que je fais. Je me souviens, à un moment donné, je suis allé à Paris pour 6 mois pour je sais pas, un repos, un voyage, vacances. Et j'ai écrit 2 pages. Et après ça, je me suis interrogé pourquoi j'avais fait si peu de choses en 6 mois. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais devenu un consommateur. Et je crois que le fait de vivre ici, ça me justifie dans mon rôle de producteur. Parce qu'au niveau de la consommation, il y a peut-être moins de choses que dans une grande ville comme Paris. Et en plus de ça, c'est toujours présent quand je rentre dans une bibliothèque ou dans un salon du livre ou dans un endroit où il y a beaucoup de manifestations. Je me dis, il y a tellement de choses, pourquoi est-ce que je rajouterais un autre livre sur la pile? Tandis qu'ici, évidemment, ça se justifie. J'ai l'impression que le fait de vivre en Acadie, pour moi, c'est ce qui m'inspire. En même temps, c'est ce qui me donne une fonction jusqu'à un certain point. Diriez-vous que vous êtes militant? Je l'ai été, je le suis peut-être moins maintenant. Je suis moins militant dans mes œuvres que je l'ai été autrefois. Au théâtre, peut-être plus que dans toutes les autres formes d'art, parce que le théâtre, j'ai toujours pensé que c'était un art public et politique, donc à ce moment-là, il y a plus d'ouverture pour ce genre de choses-là. Vous avez été très occupé durant les années 80. C'était des grandes années en Acadie où on bâtissait plein de choses. Vous avez été impliqué avec d'autres, bien sûr, de la création, la fondation des éditions Personnage, la coopérative Aberdeen, la Galerie Sans Nom, les éditions Phare Est. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vouloir en faire autant durant ces années-là? Bien, je crois qu'il y avait comme une espèce de ferveur qui se dégageait des années 70 et la création de l'Université de Moncton, parce que les institutions acadiennes sont nées de cette institution mère qui est l'Université de Moncton. Et ça a été vraiment l'ouverture à la connaissance et l'ouverture au monde aussi. On a commencé à voyager, à rencontrer d'autres gens. Et ça aussi, c'était vraiment intéressant parce que au départ, je dis toujours, c'est comme si on voulait vraiment s'identifier à un adjectif. C'est comme s'il fallait qu'on ait de l'art acadien, qu'on ait de la littérature acadienne, etc. L'adjectif était vraiment important. Et à partir de ma génération, on a commencé à se détacher de ça en disant, oui, c'est vrai, on est acadien, bon, ben, il faut qu'on fasse une autre contribution. Et la contribution, c'était d'être soit des écrivains ou des artistes, avant d'être des Acadiens. Oui, on est Acadiens, on sait ça, mais c'est nous, on voulait faire autre chose. Alors, j'ai l'impression que oui, effectivement, les années 80, ça a été des années de construction. On dit de vous que vous êtes le père de la modernité acadienne. Vous roulez les yeux. Est-ce que vous êtes... à porter. Ben justement, est-ce que vous êtes à l'aise avec une telle étiquette? Non, je ne suis pas le père de la modernité acadienne, mais je pense que c'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup investi. Et peut-être qu'à ce moment-là, je veux dire, on finit toujours par développer des espèces de superlatifs comme ça, mais... Non, je crois que la modernité, c'est vraiment important. Puis la modernité, pour moi, ça ne veut pas dire avoir une voiture puis l'eau courante. Je veux dire, c'est beaucoup plus que ça. C'est essayer de trouver un langage commun pour parler au reste du monde. Et je pense que la modernité, c'est un peu ça. Vous avez souvent parlé de la mythologie de l'Acadie.
martyrs de l'Acadie déportée. Est-ce que cette mythologie existe encore aujourd'hui? Ah oui, il existe encore beaucoup moins qu'autrefois, mais je crois que oui, il y a toujours... Je pense que ça vient probablement du poème Évangéline qui, à un moment donné, a été un peu à l'aube de la Renaissance acadienne au 19e siècle. Et Évangéline, c'est un poème qui vient de l'extérieur, c'est pas quelque chose que les Acadiens ont conçu, et qui a projeté une vision très romantique, très martyre, très triste, finalement, de ce qu'est l'Acadie. Mais je crois que cette mythologie-là, oui, elle existe effectivement. Et elle nous nuit jusqu'à un certain point parce qu'elle est réductrice. Parce que quand on demande aux gens c'est quoi l'Acadie, ils vont dire oui, les Acadiens sont arrivés au début du 17e siècle, ils étaient les premiers, ils ont été déportés au milieu du 18e et ils sont revenus après pour vivre leur destin. Donc c'est comme en 3 phrases, on peut réduire l'histoire de l'Acadie dans un destin qui est relativement malheureux jusqu'à un certain point. Alors c'est pour ça, je crois que, et d'autant plus que cette mythologie-là, comme toutes les mythologies, pour moi, elle est un peu fausse, elle est un peu exagérée. Les travaux en histoire sont très rares. Souvent, c'est des livres qui ont été écrits à l'extérieur de nous, comme John Faragher, par exemple, qui est un historien américain qui a écrit A Great and Noble Scheme. Pour moi, ça donne vraiment une ouverture vraiment très différente de ce que la mythologie propose. Vous l'avez dit tantôt, vous n'avez pas peur de critiquer l'Acadie. Vous l'avez fait il y a quelques semaines à peine. Ça crée des remous, parfois. Pourquoi la critique ou qu'est-ce qui vous dérange encore en Acadie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Je crois que ce qu'on devrait changer, c'est probablement une importance sur le discours. Comme moi, je suis écrivain, donc finalement, c'est sûr que le discours, le langage, la manière qu'on s'exprime, c'est vraiment important. J'ai l'impression qu'on sort d'une période où on a mis une très grande emphase sur le folklore. Tout le monde était à la recherche des vieux mots acadiens et tout ça. Et moi, je me dis, oui, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, surtout, c'est ce qu'on dit avec ça. C'est pas nécessairement sur la forme ou la manière dont on le dit. Et donc, on est passé du folklore au chiac. Maintenant, le chiac est devenu comme notre nouvel exotisme. Et je trouve qu'encore là, on fait dévier le discours sur l'accent, sur les mots particuliers, tout ça. Et moi, je trouve que ce qui rend les choses intéressantes en art, comme dans la vie en général, c'est ce qu'on a à dire. C'est pas... Oui, c'est vrai, je veux dire, la manière qu'on le dit, c'est comme intéressant, mais tout ça, c'est un bricolage. Une communication, de toute manière, c'est toujours un bricolage. On choisit des mots, puis on essaye de faire passer un message. Mais je pense qu'il faut faire passer un message. On parle pas juste pour faire des bruits avec notre bouche et être cute parce qu'on a un accent charmant et particulier. Pour moi, ça m'a toujours agacé, ce côté-là. Monsieur Chiasson, on connaît l'artiste, le lieutenant-gouverneur, mais on connaît moins le papa et le grand-papa. Vous êtes même grand-papa. Oui, c'est ça. J'ai 3 petits-enfants. Ils sont où, ces petits-enfants-là? Ils sont à Montréal. Je les vois pas assez souvent, mais j'essaie de les voir et de les gâter. Mais c'est pas toujours facile à cause de la distance. Et souvent, quand je vais à Montréal, je suis toujours un peu pressé et j'essaie d'être le plus rapidement possible à Montréal. Je sais pas pourquoi, c'est une ville qui a tendance à me stresser ou à m'angoisser. Mais je vois ma fille qui assez régulièrement, peut-être plus régulièrement que mes petits-enfants. Parce qu'elle vient ici ou... Oui, elle s'arrange pour passer entre 2 semaines et 1 mois par année ici. Et les petits-enfants ont quel âge? Ça varie de 21 à 14 ans. Ah, alors c'est plus des petits-enfants. C'est ça, c'est des grands. Ils sont plutôt autonomes. D'accord, alors il ne veut rien savoir de grand-papa. Peut-être pas. J'espère pas. Monsieur Chiasson, en 2003, vous avez été nommé lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Tout un honneur. Une consécration pour vous? Comment vous avez réagi à cette nomination-là? Ben, d'abord, c'était une surprise totale parce que, c'est ça, les gens te disent. La gendarmerie m'avait téléphoné pour me dire qu'il faisait une vérification sur mon dossier.
Puis ensuite, j'ai pensé, de toute manière, ils nomment jamais personne du domaine culturel dans ces fonctions-là la plupart du temps. Et j'ai été le premier surpris vraiment lorsque... Puis après ça, je suis parti parce que je devais participer au symposium de Baie-Saint-Paul, un symposium de peinture. Ils m'avaient demandé si je voulais un chalet. Je leur avais dit non, je veux vraiment la paix, puis je veux être tranquille. Et c'est ça, à un moment donné, un matin, ils m'ont dit, le bureau du premier ministre te cherche, il faut absolument que tu appelles à Ottawa et tout ça. Alors, j'ai pensé, non. Ah non, vraiment? Quelque part, j'avais dit oui parce que je trouvais que c'était important, parce que toute ma vie, j'ai été plus ou moins porte-parole pour les arts et la culture. Je trouve que c'est vraiment important. Et je me suis dit, si jamais j'étais dans cette fonction-là, je pourrais faire la promotion des arts et de la culture. Et c'est ce que j'ai fait. Durant 6 ans, chaque fois que j'avais une occasion, je parlais de la culture, à quel point c'était important. Pas tout le monde était d'accord avec votre nomination, même parmi les Acadiens, parmi les vôtres. Il y en a qui vous ont traité de traître et de profiteur d'avoir accepté ce poste de représentante de la reine. Est-ce que ça a fait mal, ça? Ça m'a vraiment déstabilisé. Les 3 premiers mois, j'étais comme... Et j'ai eu un mal au dos, ce qui est assez étrange, qui est un mal qui revient à certains moments donnés dans ma vie, je ne sais pas trop pour quelle raison. Et j'avais un ami autochtone qui m'a dit, tu sais, la maladie ou les problèmes qu'on a avec notre corps, c'est toujours une métaphore. Et il dit ça, c'est tous les couteaux qui te sont plantés dans le dos. Et pour moi, effectivement, ça a été très dur, ce moment-là. Et c'est assez étrange parce que lorsque je suis parti, ça a été la consécration. Mais je pense que ce qu'on m'a reproché, au départ, il y avait une demande pour avoir des excuses de la couronne pour la déportation. Et moi, j'ai jamais été dans ce discours-là, mais jamais de ma vie. Je veux dire, j'ai toujours fonctionné en me disant le passé, c'est le passé. On ne va pas réécrire l'histoire. La seule chose qu'on peut changer, c'est l'avenir. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai repris finalement, mais peut-être que les circonstances avaient changé. Et le fait de le dire dans cette position-là, c'était... Comme je l'ai dit souvent dans plusieurs discours lorsque j'ai été lieutenant-gouverneur, les sociétés comme les individus vivent de rêves et d'idées. Et lorsqu'on n'a plus de rêves et qu'on n'a plus d'idées, on entre dans des crises, on entre dans toutes sortes de problèmes. Mais je pense que c'est fondamental de pouvoir rêver et de pouvoir réfléchir à notre avenir. Donc, c'était un peu dans cette optique-là que j'avais accepté. Donc, un début de mandat difficile, mais j'imagine que vous gardez quand même des bons souvenirs, des bons moments, des moments chers de ces années comme lieutenant-gouverneur. Quels sont les moments que vous gardez avec vous? Souvent, il y a des moments dans des choses vraiment très banales, souvent très simples, où j'ai été vraiment touché. Mais évidemment, tout le reste de protocole, pour moi, c'est du surréalisme. je regardais ça, je me disais, des fois, je me disais, c'est vraiment incroyable que je sois là. Pourtant, ça a l'air de le fun d'être lieutenant-gouverneur. Oui, on est aux premières loges. Je veux dire, on peut aller n'importe où. Mais j'ai essayé de ne pas m'habituer à cette espèce d'aisance, là. C'est d'avoir un chef, d'avoir une voiture, etc. Parce que je savais qu'après, j'allais revenir à ma vie ordinaire. Et donc, c'est ça. J'ai essayé de conduire ma voiture le plus possible, même si c'était interdit. J'avais un contrat pour enseigner à l'Université de Moncton et on m'a dit, maintenant, tu peux encore enseigner un semestre, mais tu ne peux pas enseigner par après parce qu'il pourrait y avoir des controverses, puis des fois des étudiants, etc. Alors, finalement, j'ai dit, oui, sûrement, mais j'ai continué à le faire. Et j'ai pris l'argent pour faire une bourse et j'ai continué à faire des choses que j'aurais pas dû faire si j'avais été un vrai lieutenant-gouverneur. Vous n'avez pas été un vrai lieutenant-gouverneur? Pas toujours. Est-ce que 6 ans, parce que vous, c'était 6 ans, finalement, normalement, c'est un mandat de 5 ans, mais le vôtre a été prolongé d'1 année pour que vous puissiez assister au Congrès mondial acadien de cette année-là. Est-ce que 6 ans, c'est assez? Oui. Dans mon esprit, ça devait être 5 ans. J'avais monté mon niveau d'énergie pour 5 ans. Surtout que moi, je ne suis pas vraiment une personne publique. Je suis quelqu'un d'assez privé. Les choses que je fais, l'écriture et la peinture, c'est des activités qui sont assez privées.
Alors, d'être toujours projeté comme ça, constamment dans l'œil public, d'avoir à faire des discours, c'est assez étrange, mettons. Qu'est-ce que les prochaines 5 années vous réservent? J'ai l'impression que je vais retrouver ma liberté peut-être de plus en plus. Je vais probablement voyager beaucoup plus et je vais faire des choses plus longues haleine parce que j'ai l'impression que souvent, je fais les choses qui sont assez urgentes. C'est comme s'il y a toujours une urgence quelque part. Et la poésie, je pense que ça correspond un peu à ça, c'est-à-dire c'est des courts textes qu'on peut écrire très rapidement, donc il y a comme toujours une urgence, et je comprends qu'en littérature acadienne, ça a été comme la première parole, mais j'ai l'impression que maintenant, j'aimerais faire des choses comme, je sais pas, écrire un roman, par exemple, dont on parlait tantôt. C'est sûr, ça, c'est des œuvres de longue haleine. Eh bien, j'ai hâte de vous lire, de vous relire à nouveau. Herménégilde Chiasson, merci beaucoup. Merci à vous. Il est à la fois poète et peintre, cinéaste et dramaturge. Au fil des ans, Herménégilde de Chiasson a écrit une trentaine de pièces. Il a réalisé une quinzaine de films, il a participé à une centaine d'expositions, il a écrit une vingtaine d'œuvres littéraires, et tout cela, il l'a fait chez lui, en Acadie. Herménégilde de Chiasson est né à Saint-Simon, dans la péninsule acadienne. Son père était pêcheur, sa mère tenait le magasin général. En 1967, Herménégilde devient un des premiers diplômés de la nouvelle université de Moncton. Mais ses études ne se termineront pas là. Il obtiendra un autre bac, 2 maîtrises et un doctorat. Pourtant, Herménégilde de Chiasson n'a pas cherché une carrière académique. Il se dirige plutôt vers les médias et les arts. Il peint, il publie, il réalise. Et il crée des institutions culturelles acadiennes comme les éditions Personneige, la coopérative Aberdeen et les productions Far Est. En 2003, Herménégilde de Chiasson reçoit un appel téléphonique qui changera sa vie. C'était le premier ministre de l'époque, Jean Chrétien, lui demandant de devenir lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2009. Herménégilde Chiasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste. Maintenant, si je vous demandais si vous êtes peintre, poète, dramaturge ou cinéaste, quelle est la réponse à cette question-là? Ben, je pense qu'il n'y en a pas. Je crois que toute ma formation est en art visuel. C'est probablement là où plus que par les mots, d'ailleurs. Mais j'ai commencé à écrire, ça a été un peu comme un accident parce que pour moi, toute mon orientation, toute ma formation était en art visuel. Et c'est vers là où je me dirigeais. Comment est-ce que l'écriture est venue s'installer dans votre paysage artistique? C'est vraiment étrange parce que au lancement du premier livre des éditions d'Acadie, qui s'appelle Cris de terre, de Raymond Leblanc, il m'avait demandé si je voulais lire des poèmes parce qu'il savait que j'écrivais. Et je suis allé le soir et j'ai commencé à lire et j'ai été tellement pris par l'émotion de lire en public parce que finalement, écrire, c'est un acte qui est vraiment très privé, je veux dire, enfin jusqu'à là pour moi. Et là, tout d'un coup, ça devenait public et ça, j'ai vraiment ressenti cette force-là. Et dans la salle, il y avait des gens qui m'ont dit « Regarde, toi, il faut que tu publies absolument. » Et à partir de ce moment-là, j'ai publié mon premier livre en 1974. Ça fait 40 ans que ça me rajeunit pas. J'ai appris tout ce que j'ai fait par après parce que ça a été comme une espèce de base.
Et j'ai appliqué cette base-là à différents... c'est un peu comme un athlète, je pense. Il y a des athlètes qui sont bons au baseball et tout d'un coup, on les découvre au basketball. Mais je pense que c'est comme une base. Une fois qu'on a appris un peu cette base-là, on peut l'appliquer à d'autres domaines. Je pense que vos premiers amours, c'est la peinture. Comment vous avez découvert la peinture ou comment la peinture vous a découvert? Ben, je pense que dans ma famille, il y avait toujours des gens qui travaillaient dans ce sens-là. Mon père dessinait toujours, ma mère faisait de l'artisanat. J'avais un frère, à un moment donné, qui s'était fait venir un ensemble de pots de gouache avec lequel il faisait de la peinture. Et il m'avait bien dit, tu ne touches pas à ça. Vous avez touché quand même? Oui. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, lorsque c'est défendu, c'est le signal pour le faire. Et donc, c'est comme ça, je pense, que j'ai commencé à m'intéresser à la peinture. Puis après ça, j'ai toujours été fasciné par les images. Vous parlez de l'art public par rapport à l'art privé. Je pense que l'écriture et la peinture, c'est très privé. Mais là, à un moment donné, vous avez commencé à faire du cinéma, vous avez commencé à faire du théâtre. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, en tant qu'artiste? Bien, je pense qu'il y a toujours comme deux aspects à mon travail. Il y a un aspect qui est vraiment très privé et solitaire. Écrire, c'est un acte solitaire, la même chose comme peindre ou faire des arts visuels. Tandis que le théâtre et le cinéma sont des arts où on travaille avec beaucoup de gens. Et c'est pas les choses que j'aime le plus, finalement. Le cinéma, j'en fais plus maintenant. Et le théâtre... quand je dois aller en salle de répétition, c'est vraiment parce que le metteur en scène va me dire « ça serait bien que tu viennes voir où on en est, ce qu'on a fait », mais disons que c'est pas une forme d'art que moi,